Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va terminer un peu l'année 2025 et les bilans, notamment en vous présentant le book haul d'octobre, novembre et décembre 2025. L'année dernière s'est conclue en beauté puisque j'ai très exactement 24 livres à vous présenter. Oui, vous avez bien entendu, 24 livres en l'espace de 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'achats poche, Noël, la Saint-Nicolas, ce qui est quand même pas négligeable. Donc des livres reçus via des crowdfunding faits l'année précédente. Donc un butin conséquent que je vais essayer de vous présenter de manière succincte, je l'espère, histoire que la vidéo ne fasse pas 3 heures. Et comme d'ordinaire, vous avez le chapitrage et également les timecodes dans la description, plus la liste des livres cités si jamais vous avez envie de naviguer d'un livre à un autre ou tout simplement de retrouver les informations nécessaires pour peut-être l'ajouter à votre wishlist. Et même si je sais que ce book haul est assez conséquent, on va quand même faire un petit détour, juste quelques minutes sur la pile à lire et l'état de ma pile à lire. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 janvier 2026 évidemment, et ma pile à lire s'élève à 29, 30 ou 31 livres. Donc, des 24, il n'y en a pas beaucoup qui ont été lus, il y en a quand même quelques-uns qui ont été lus, pas tous, mais grosso modo, ça veut quand même dire que j'ai pas mal écoulé mon stock de l'année précédente puisque dans ces 30 livres, vous avez certains que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça y est, on peut commencer. Et on va commencer avec 2 livres d'un coup d'un seul puisque je vous présente En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado, et le second tome, En quête d'un grand peut-être, tome 2, A-t-on encore besoin de la littérature ado? C'est écrit par Tom et Nathan Lévesque, c'est aux éditions du Grand Peut-être. Ces livres, je les ai financés via Ulule. Quand j'ai vu que Tom et Nathan proposaient un deuxième tome, je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai pas pu résister à l'envie d'acheter le premier que j'avais emprunté à la médiathèque fut un temps, ne serait-ce que parce qu'il était méga passionnant et très intéressant en termes de références et de livres qui moi attirent mon attention et que j'ai pas forcément lu et qui ont l'air, s'ils figurent sur ce livre, d'être assez intéressants en matière de littérature ado. Donc j'ai hâte de pouvoir le refeuilleter et me faire une petite liste, pas piquer des hannetons. Et le deuxième tome que je vais m'empresser de dévorer un de ces 4 parce que vraiment il me fait grave envie. Et j'espère pouvoir continuer d'agrandir ma wishlist avec. Et en gros, si vous ne savez pas de quoi ça parle de littérature ado, vous en doutez peut-être au titre, hein, mais de manière plus précise, on va s'attaquer à l'historique, comment la littérature ado est apparue et a explosé dans le milieu littéraire pour devenir un champ à part entière avec des maisons d'édition consacrées à l'adolescence et notamment avec l'apparition, grâce au tome 2, on va parler aussi de tout ce qui est young adulte. Donc on a également des thématiques qui sont abordées, la famille, la littérature et protection de la jeunesse, la sexualité, la révolte, la diversité, la question des migrations, la mort, donc il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. On a également tout ce qui va être les incontournables, donc une sélection de Tom et Nathan, comme je vous le disais, des références en matière de littérature ado. Mais au-delà de l'essai et du guide pratique, il y a également pléthore d'interviews avec des personnes qui sont du milieu du livre et également des nouvelles écrites par des auteurs et des autrices du milieu de la littérature ado. Donc je ne peux que vous les conseiller si vraiment ça vous tente parce qu'ils sont complets, denses, bien écrits, très bien présentés, et je vais juste vous montrer très rapidement ce que ça donne en matière de maquette. C'est très joli parce que les illustrations on les doit à Tom Ogomat qui a réalisé l'excellente bande dessinée À travers. De ce fait, je suis impatiente de remettre mon nez dans le tome 1, voire même de le relire carrément et d'enchaîner avec le tome 2.
Et je vais continuer avec Ulule, financement participatif. Cette fois-ci avec GastronoGeek, donc Thibaut Villanova et toute son équipe qui vous présente Le Seigneur des Fourneaux, qui est recette pour elfes, humains, nains, mages et semi-humains. C'est un livre auto-édité, mais récemment GastronoGeek a fait savoir qu'il est resté quelques exemplaires de ce livre-ci. Donc si jamais vous tombez sur cette annonce, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, sur le shop de GastronoGeek, parce que peut-être qu'il restera quelques exemplaires. Comme vous avez pu le constater, c'est un très très bel objet et on est là sur un livre de cuisine et de pâtisserie, somme toute classique. Et avec GastronoGeek, ce qui est bien, c'est qu'on mêle la gastronomie, les recettes qui sont très élaborées, avec des choses qui sont simples et accessibles, des planches et des feuilles annexes qui sont là pour vous aider à pouvoir comprendre le lexique, tout ce qui va être aromates, les sauces, les pâtes simples. Bref, il y a tout un tas de petites choses qui sont là pour permettre à ce livre d'être un beau grimoire en somme. Et on est là sur un livre de cuisine qui va mêler cuisine, pâtisserie et aussi tout ce qui va être infusion, tout ce qui va être breuvage. Donc n'hésitez pas, si vous êtes archi fan du Seigneur des Anneaux et du Hobbit comme moi, à vous le procurer parce qu'il est magnifique. Et si là aussi vous voulez un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais juste prendre quelques pages pour vous montrer à quel point c'est sublime. On va faire un petit tour du côté du Prieuré de l'Oranger avec 3 livres à vous présenter. Le Prieuré de l'Oranger, vous pouvez l'avoir en grand format en un seul volume ou comme moi, vous préférez la version poche parce que c'est plus pratique et moins imposant. Et donc en version poche, chaque livre est séparé en 2 tomes. C'est une saga de fantasy écrite par Samantha Shannon. Si vous voulez les versions grand format, c'est chez De Saxus. Si vous cherchez la version poche, c'est chez J'ai lu, excepté l'un d'entre eux, un petit spin-off qui est un one-shot, qui lui est directement disponible dans la collection poche des romans de Saxus. Par conséquent, je me suis procuré le tome 1 et 2, enfin la partie 1 et 2 plus exactement, de Un jour de nuit tombé, qui relate les événements 500 ans avant le prieuré de l'Oranger. Donc là, on est vraiment sur un très très gros préquel. Et on retrouve la formule magique que Samantha Shannon a distillée avec le prieuré de l'Oranger, puisqu'on va suivre plusieurs personnages au gré d'une nouvelle histoire. On va suivre Tunnuva Melim, qui est sœur du prieuré de l'Oranger. On va également suivre la princesse Gloriane, dont on a moult fois parlé dans le prieuré de l'Oranger. Et on va également parler de Dumai qui vit dans un temple et manifestement essaye tant bien que mal de réveiller des dragons. Évidemment, ces 3 femmes vont être confrontées à un événement majeur qui est le réveil du mont Effroi et donc l'apparition d'une menace dévastatrice pour le monde. Bon, si vous avez lu le prieuré de l'Oranger, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous ne l'avez pas fait, lisez-le si ça vous tente. Sinon, vous pouvez très bien commencer avec cela, je suppose. Dernier livre pour cette saga, Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Il s'agit de Parmi les fleurs embrasées. C'est un one-shot tout petit et c'est un préquel qui se passe à manifestement 2 ans avant le prieuré de l'Oranger. Donc là, pour le coup, je suppose que il faut lire le prieuré de l'Oranger, encore que on va tellement s'attacher à un personnage et à un royaume en particulier que ça ne gâche pas la surprise, ça ne spoile rien, et même le résumé ne spoile rien des événements du prieuré de l'Oranger. Parce que cette fois-ci, on va aller du côté du royaume d'Iscaline, et le roi règne d'une main de fer sur son royaume, et en particulier sa fille, la Domnata Marossa, qui lui rappelle beaucoup trop son épouse adultère. La Domnata, elle veut échapper en fait au joug de son père et pensait que le mariage allait la sauver. Malheureusement, il s'avère que il y a des milliers de créatures draconiques parce que la montagne près de la cité entre en éruption et donc toutes ces forces maléfiques ont décidé d'établir domicile dans le royaume d'Iscaline. Le roi semble devenir un petit peu zinzin avec toute cette présence et commence un petit peu à changer son royaume dans quelque chose de pire, pire, du pire, du pire. Et dans tout ça,
la Damnata Marusa n'a plus ses projets de mariage et espère, tant bien que mal, sauver son royaume, faire bouger les lignes, peut-être sauver des gens. Ma foi, elle a envie de rester en vie, coûte que coûte. Donc 3 beaux petits bébés, notamment 2 bons pavasses, comme vous avez marqué. Je sais que celui-ci, je l'ai mis dans ma pile à lire de février Tapal, ou de Petit Mois Petite Lecture, parce qu'il est vraiment très très court, je crois qu'il fait moins de 300 pages, vraiment très premier degré. Si on s'arrête juste à l'histoire en elle-même, on est à 280. Donc clairement, je pense que je le lirai en février. Par contre, les deux là, ça va peut-être attendre plus tard dans l'année, voire même peut-être l'année prochaine, parce que le Prieuré de Langeais, j'ai fait ce truc de le lire petit à petit, quand j'en avais envie et le temps de lire 1 ou 2 chapitres comme ça, ce qui me suffisait amplement, donc à voir comment je décide à les lire. Puisqu'on est dans la fantasy, je vous présente le cycle des secrets, le premier tome, Les Marches des Géants, de Manon Fargeton, aux éditions Folio. De ce que j'ai compris au résumé, on est dans la cité d'Alateia, où Laura peine à trouver sa place au sein du clan des marins. Manifestement, elle va recevoir la visite d'une puissante magicienne qui va un petit peu faire bousculer en fait sa vision du monde et sa vie, ce qui inévitablement va attirer l'attention des personnes sur la cité dans laquelle elle vit et sa personne, puisque les magiciens semblent se nourrir des secrets pour augmenter leur pouvoir. Il y a voilà, toute une histoire de mystère, d'amour impossible, de vengeance. On a manifestement des petites querelles dans l'ombre. Donc, moult ingrédients à se mettre sous la dent en ce qui me concerne. Ça faisait un bout de temps qu'il était dans ma wishlist, celui-ci, il était déjà dans son grand format. Hâte aussi de redécouvrir la plume de Manon Fargeton parce que je crois que j'avais lu un contemporain et j'avais lu, je crois bien, un récit qui se passait à la fin du monde, enfin quelque chose de très apocalyptique. Donc jamais dans la fantaisie pure et dure, donc je suis impatiente. On va faire une petite coupure en passant par des poches que j'ai eues à Noël et qui me permettent de continuer petit à petit ma collection. Il s'agit de 2 titres de la série Arsène Lupin. Il y a ici l'agence Barnett Company et là la Bariva. Les 2 titres sont disponibles au livre de poche et sont écrits par Maurice Leblanc. Pour l'agence Barnett C, les enquêtes de l'inspecteur Béchou piétinent, surgit un détective privé de l'agence Barnett Company qui, en un clin d'œil, démasque le coupable et sauve les innocents, et tout cela gratuitement. Forcément, vous vous doutez bien que derrière, c'est Arsène Lupin, évidemment. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Lupin sait mieux que personne où trouver l'argent et les objets de valeur, un fabuleux collier de perles, une lettre d'amour du roi Georges IV, une lettre de chantage, un titre de propriété, espiègle et généreux d'une adresse et d'une intuition diabolique, Arsène Lupin nous séduit encore dans ses 8 aventures criminelles où le méchant est toujours puni et Barnett toujours enrichi. Là aussi, très court. J'ai hâte parce que je pense que c'est des petites histoires, des petites nouvelles qui s'enchaînent les unes aux autres et je suis très curieuse de savoir ce que réservent toutes ces petites enquêtes. Ça me rappelle un petit peu le mode de fonctionnement d'Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. On avait 3 petites histoires autour d'un grand fil rouge qui opposait Arsène Lupin à cette pastiche de Sherlock Holmes tout simplement. Donc là aussi, je suis curieuse de savoir où ça va me mener et qu'est-ce qu'Arsène Lupin nous réserve encore comme surprise. Pour la Bariva, on est apparemment dans un manoir délabré qui est le théâtre d'événements mystérieux et terribles. Catherine Montessieux, la jeune fille qui est l'héritière, ne retrouve plus à leur place ses arbres favoris. Déjà rien que ça, je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'elle entend par arbre qui n'est plus au même endroit. Une vieille personne semble l'avertir d'un péril qu'elle ne peut préciser. Un assassinat est perpétré devant témoins au milieu du parc. Appelé au secours, Arsène Lupin, qui est ici Raoul Davnac,
quitte aussitôt sa luxueuse garçonnière parisienne. Une vieille connaissance l'attend donc, et c'est là où je comprends qu'il va me falloir sans nul doute lire 2 autres titres avant celui-ci, c'est que apparemment dans celui-ci on retrouve le brigadier Béchou, dont je viens de vous parler dans celui-ci, l'agence Barnett NC, et apparemment on le voit également dans La Demeure Mystérieuse, et ça tombe bien puisque La Demeure Mystérieuse m'attend sagement dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps maintenant. Vu que j'adore Arsène Lupin, je suis toujours très contente de remettre mon nez dedans parce que c'est génial, c'est toujours élégant, audacieux, c'est toujours bon enfant comme ambiance. C'est des policiers qui se lient tout seuls, c'est ni trop pointu, ni pas assez romanesque, c'est juste ce qu'il faut en termes d'aventure, de péripéties, de rebondissements. C'est drôle, c'est futé, j'aime beaucoup l'ambiance de ces policiers. Moi ça me plaît complètement et j'adore Arsène Lupin. Je pourrais en parler matin, midi et soir d'Arsène Lupin tellement c'est génial. Donc hâte de lire La Demeure Mystérieuse et d'enchaîner avec ces deux-ci. Et on va faire une aparté du côté des graphiques avec le 3e tome de Fangirl qui est inspiré du roman de Rainbow Rowell et on retrouve à l'adaptation textuelle Rainbow Rowell et aux illustrations Gaby Nam. C'est aux éditions Delcourt dans leur collection Waves. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Fangirl, on est dans une romance contemporaine où Kat débarque dans l'université et son anxiété semble reprendre le dessus puisqu'elle pensait faire face à ces changements avec sa sœur jumelle. Malheureusement, cette sœur jumelle a décidé de prendre son envol, de faire sa vie de son côté, de se détacher de Kat, de se détacher aussi de son enfance et de son adolescence, ce qui fait que Kat se retrouve seule dans un milieu qu'elle ne connaît pas, avec des codes sociaux qu'elle n'appréhende pas forcément. Et puis Kat a aussi cette passion dévorante pour Simon Snow, qui est un équivalent à Harry Potter. Et Kat est l'autrice de plusieurs fanfictions à succès, qu'elle se retrouve à écrire solo désormais, puisque sa sœur a pris ses distances avec l'enfance, comme je vous disais, et donc Simon Snow. C'est une histoire de passage à l'âge adulte, on parle aussi d'histoire de famille, on parle aussi de relations entre sœurs, on va parler également de ce que c'est d'être fan, le fandom, l'écriture de fanfiction, l'écriture de fiction aussi. On va parler d'amitié, on va parler aussi d'amour. Il y a dans ce roman Fangirl énormément de thématiques exploitées qui le sont très bien. J'aime énormément l'univers universitaire, les thématiques exploitées, le personnage même de Kat dans ses troubles anxieux. J'aime énormément le personnage de Levi, qui est toujours à ce jour dans mon top des personnages masculins rencontrés dans la fiction. Donc écoutez, si vous avez pas lu Fangirl de Rainbow Rowell, je ne peux que vous conseiller cette adaptation manga, puisqu'elle est excellente et même permet de combler des petits trous, des petites lacunes ou d'ajouter des choses en plus par rapport au roman. Et en plus c'est magnifiquement illustré qui plus est. Et si vous avez lu le roman de Rainbow Rowell et que ça fait longtemps que vous l'avez lu, vous ne serez pas déçus par le voyage parce que c'est incroyable. C'est un très très chouette manga. Pour ma part, une fois n'est pas coutume, quand j'ai eu le 2e tome dans ma pile à lire, je n'ai pas pu m'empêcher de l'extraire aussitôt de ma pile à lire et de relire le premier. Là, vous êtes sûr que pour le mois de février, il sera lu, c'est clair et certain, mais je ne vais pas m'empêcher de relire les autres tomes avant. Mais on va rester dans l'adaptation, puisque là, on est sur Casse-Noisette, écrit et illustré par Fabien Baudry aux éditions Grenouille. L'histoire de Casse-Noisette, c'est celle de Marie qui reçoit la veille de Noël, ou le jour de Noël, un casse-noisette en cadeau par son parrain Drosselmeyer. Et ce casse-noisette va prendre vie la nuit et combattre le roi des rats ou le roi des souris, ça dépend des versions. Et donc ça va entraîner Marie dans une histoire assez féerique, puisque non seulement elle va prendre part à la bataille, va aider Casse-Noisette, puis débarquer dans un univers totalement fantaisiste,
Mais ça, évidemment, je vous laisse le découvrir soit à travers le conte d'origine d'Hoffmann, soit à travers l'une des très nombreuses adaptations qu'on peut trouver sur le marché de l'édition. Celle-ci m'a tapé dans l'œil en particulier parce que j'ai craqué sur les illustrations. Là aussi, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques planches au moins. Rien que déjà, les pages de garde étaient somptueuses, mais effectivement, quand vous regardez à l'intérieur, je trouve ça absolument magnifique. Les décors, le design des personnages, c'est vraiment une très belle adaptation. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, le conte d'origine, je ne peux que vous recommander celle-ci parce que je trouve les illustrations très belles et en plus de ça, le texte reste très fidèle au conte d'Hoffmann. Il ne prend pas quelques libertés, donc à écouter en même temps avec les musiques de Tchaïkovski, je trouve qu'on est sur un moment parfait de lecture et si vous pouvez comboter tout ceci avec une lecture le 24 ou le 25 décembre, je pense vraiment que c'est un excellent moment de lecture que vous allez passer. Le livre suivant est un roman que j'ai reçu à Noël et que je me suis empressée de lire durant ce mois de janvier. Il s'agit d'un roman très attendu pour ma part. Depuis le mois de juin 2025, je lorgnais dessus. J'ai attendu qu'il sorte en octobre, évidemment. Mais victime de son succès, ça a été très difficile de se le procurer. Je parle de Rosas et Dragons de Yelena aux éditions Slalom. Le jaspage est quand même de toute beauté et ce roman de fantasy a des allures un petit peu de cozy fantasy quelque part puisqu'on est dans la ville d'Arc en Flamme où chaque humain se voit doté d'un dragon. Évidemment, ces dragons ont une sorte de don qu'ils appellent la flamme et selon, on va dire, un petit peu le métier qu'exerce la personne, le dragon est là pour l'aider. Vous avez par exemple des dragons qui sont là pour soigner, vous avez des dragons qui sont plutôt faits pour tout ce qui est restauration, et dans le cas qui nous intéresse dans ce roman, à savoir Karl, sa dragonne lui permet de travailler le vitrail. Enfin ça c'est normalement puisque Karl est très maladroit et par conséquent il se voit un petit peu mis au banc de la société et de sa famille aussi. Son père est un grand vitrailliste et a du mal à accepter son fils. On a aussi toute une histoire sur les stéréotypes de genre puisque techniquement les dragons sont associés, en tout cas le genre des dragons est associé au genre de l'humain qu'ils servent toute leur vie. Le petit twist scénaristique, c'est que Karl lui a une dragonne, et une dragonne qui est rose pétant, qui est très drama queen, qui est extrêmement bavarde, mais qui est absolument attachante et géniale. Mais ça, je vous laisse découvrir si le roman vous tente. En tout cas, tout ce que je peux dire moi dessus, c'est que c'était un coup de cœur parce que c'est mignon, c'est attachant, c'est très intelligent sur les messages délivrés. C'était une bonne lecture cosy, réconfortante. Bref, la promesse est tenue et c'était vraiment un chouette roman. Donc si vous n'avez pas encore craqué, lisez-le. Puisqu'on est sur de la cosy fantasy, on va y rester avec probablement le titre phare de la cosy fantasy, ce qui a lancé, je trouve, le genre. Il s'agit d'un livre que j'ai lu en version audio et que j'ai tellement kiffé que j'ai pas pu m'en empêcher de me le prendre en poche. Il s'agit de Légende élatée de Travis Baldree aux éditions J'ai lu. Ici, dans ce roman, on s'intéresse à Viv, qui est une orque mercenaire et qui, au début du roman, tombe sur un objet qu'elle désirait foncièrement posséder puisque ça va lui permettre de changer de vie. Et cette nouvelle vie, c'est celle de tenancière d'une espèce d'auberge qui fait du café, puisqu'elle est devenue fanat de café. Et au fil du temps, elle va croiser divers personnages qui vont tous lui apporter un petit quelque chose et un quelque chose à ce lieu qu'elle appelle Légende élatée. Cependant, dans toute cette bonne énergie, cette émulsion créative,
Et ces bonnes odeurs, il y a un tout petit mais qui a son importance. Il semblerait que un personnage du nom de Madrigal cherche tout bonnement à faire affaire avec Vive et à lui mettre des bâtons dans les roues, quitte à l'intimider. La cozy fantasy par excellence, comme je vous le disais, on est sur un roman qui se lit vite, qui est mignonné. Et l'auteur l'assume pleinement, il l'a dit que c'était ce qu'il voulait écrire. C'était un genre de téléfilm, comme on a souvent les téléfilms à fin d'année, les romances de Noël. Il voulait écrire un téléfilm dans une ambiance de fantasy et ça match super parce que vraiment les deux fonctionnent très bien. On a un peu de romance, on a de la fantaisie, on a quelque chose de doux et d'apaisant, on a cette auberge qui prend vie petit à petit. Voilà, il y a pas mal de petites choses, des rencontres, des personnages divers et variés qui viennent quelques jours ou de manière récurrente se poser dans cette auberge. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ça fait une jolie pause, je trouve. Donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à faire un petit crochet du côté de Légende élatée, parce que clairement, ça peut aussi servir pour sortir d'une panne de lecture. Je vous évoquais les téléfilms et les romances de Noël, et bien on va faire un petit détour maintenant du côté des 3 nouveautés de la fin d'année 2025. Ils sont tous les 3 là, ils sont beaux, ils sentent bon la cannelle, le chocolat chaud, la neige, le froid, et on va voir ça un petit peu plus en détail. Le premier titre, c'est j'allais dire la romance de Noël, mais c'est surtout le téléfilm de Noël par excellence. La romance, c'est pas non plus ultra présente et reste soft, si jamais vous vous posiez la question par rapport au smut ou aux scènes 18+, sachez qu'il n'y en a aucune. On est là sur quelque chose d'extrêmement doudou et réconfortant puisqu'on a affaire à Debbie Macomber avec Petites lettres et Grands miracles pour Noël aux éditions Charleston Poche. On est dans la petite ville de Wenatchee qui est absolument parée pour les fêtes de Noël, guirlandes, odeur de biscuits de Noël, la neige, bref, tout est parfait, le charme des fêtes est là. Cependant, cette magie des fêtes de fin d'année n'atteint pas notre héroïne qui est Lindy Carmichael, puisqu'elle a surprise l'homme de sa vie et son compagnon avec sa meilleure amie, donc par conséquent elle a perdu l'homme de sa vie et sa best friend coup sur coup. Et comme elle est un petit peu déprimée, sa mère lui propose de replonger un petit peu dans les Noëls passés, dans les traditions qu'elle avait autrefois quand elle était enfant, parce que Lindy écrivait tous les ans une lettre au Père Noël et que manifestement tout ce qu'elle réclamait dans cette lettre se réalisait. Vous avez donc compris, le but du récit est de voir si effectivement Lindy a perdu ou non ce petit truc magique. Ainsi, on est donc dans un roman contemporain, une romance de Noël, et également un côté réalisme magique qui, ma foi, est très cool. Vraiment, c'est là aussi pareil, hein, si vous cherchez une petite lecture doudou pour sortir d'une panne de lecture, quelque chose de vraiment chill à souhait, je ne peux que vous le recommander. En plus, il est très court, donc vraiment, n'hésitez pas à découvrir Debbie Macomber. De mon côté, je ne connaissais pas l'autrice, enfin, je la connaissais de nom, mais j'avais jamais rien lu d'elle. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, et donc il y a de fortes chances pour que j'achète ou emprunte d'autres romans de l'autrice. On continue sur les romances de Noël, les romans hivernaux avec Les personnages s'éveillent sous les flocons, toujours aux éditions Charleston Poche, et ici c'est un roman de Sophie Jomain. On est donc sur un roman qui se passe en plein cœur du Mont Blanc, avec un refuge tenu par un père et sa fille, qui respectent les traditions de la mère décédée, qui était d'origine Sami, donc un peuple qui est en Finlande. Et donc c'est un élevage de rennes qui sert aussi de chambre d'hôte. Voilà, il y a un petit coin assez sympatoche à visiter. Il y a voilà, des gens évidemment qui passent. Malheureusement, même s'il y a du passage, même si le refuge est très réputé, qu'il est magnifique et vraiment voilà, très chouette à découvrir, malheureusement les finances sont au plus bas, au point que la fermeture serait envisagée.
Et donc Lia essaye tant bien que mal de maintenir ce refuge à flot. Elle n'est pas seule pour s'en occuper, il y a son père. Elle n'est pas seule non plus parce qu'elle a son fils à s'occuper. Et dans tout ça va s'ajouter un cuisinier, un chef étoilé plus exactement, qui va infiltrer le refuge parce que lui il aimerait bien mettre du renne à son menu à Noël. Donc il va un petit peu se cacher, mais c'est sans compter le Père Noël. Parce que oui, dans ce récit, il y a le Père Noël en chair et en os qui vient un petit peu mettre sa bonne humeur, son nez un petit peu partout. Bref, vous aurez compris, c'est une romance contemporaine de Noël qui est assez pétillante et avec beaucoup d'humour, celui de Sophie Jomain, que j'avais déjà apprécié avec un autre de ses romans. Il ne surpassera pas celui que je viens de vous citer, donc Les étoiles brillent plus fort en hiver, mais je l'ai trouvé quand même très cool, très marrant. Il a un cadre absolument enchanteur, parfait pour l'hiver, Noël. Les personnages étaient très intéressants dans leur thématique personnelle et dans leur rapport aussi. Là aussi, si vous avez peur de tout ce qui est smut et scène 18+, sachez qu'il n'y en a pas. C'est suggéré, mais vraiment, on ne rentre pas dans les détails. Donc là aussi, si vous avez envie de quelque chose de plutôt doux, drôle, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus pétillant, punchy et un petit peu plus, peut-être un petit peu moins cosy, même si ça reste assez douillet, Sophie Jomain, c'est un petit step-up par rapport au roman de Debbie Macomber. Parmi les romances de Noël que j'avais découvertes il y a fort longtemps, il y avait Tamara Baliana avec N'oublie pas les chocolats. Et j'avais eu un très gros coup de cœur pour cette histoire et je lorgnais voilà, dans les rayons, histoire de trouver Noël est une arnaque qui me faisait grave envie. Et c'est à la Saint-Nicolas, j'ai outrepassé entre guillemets mon budget livre, mais pour une excellente raison, puisque je n'ai pas pu résister quand je l'ai vu. C'était le seul exemplaire qu'il y avait. Je me suis jetée dessus, je l'ai acheté le 6 décembre, il a été lu dans la foulée et c'est un coup de cœur. Je vais me contenter pour cette vidéo de vous le présenter. Donc Noël est une arnaque de Tamara Baliana aux éditions Hugo Poche. Là on est sur une romance contemporaine, Noël, et là aussi pas de scène 18+, de smut. Donc là aussi c'est à peine suggéré, mais on a un cran au-dessus par rapport aux Sophie Jomain, c'est qu'on est là sur un mélange de genres qu'il faut apprécier. Il y a évidemment la romance de Noël, mais je trouve qu'il y a un aspect cozy mystery à ce roman. Si vous n'êtes pas très cozy mystery, il est évident que celui-ci va peut-être un petit peu moins vous parler, et peut-être que N'oubliez pas les chocolats vous plaira davantage. En attendant, pour ce qui concerne ce petit roman absolument génialissime, je le rappelle, on rencontre Clémentine qui vient de débarquer en Alsace. Elle veut se rapprocher de sa grand-mère qui est très malade, qui est dans un EHPAD. Et à côté de ça, elle a ouvert un salon de thé. Et elle pensait voilà, écouler des jours paisibles dans son petit salon de thé tout cosy, mignonnet. Malheureusement pour Clémentine, elle va voir sa façade de vitrine être taguée d'un Noël est une arnaque. Forcément, si on est en Alsace, ça va être très mal vu, évidemment. Et donc Clémentine se retrouve face à un gendarme qui va mener l'enquête pour elle. Mais comme si un problème ne suffisait pas, Clémentine s'est un petit peu fritée avec un monsieur qui aurait bien aimé acheter le salon de thé pour le raser et en faire un hôtel de luxe. Malheureusement ce monsieur, le lendemain de la petite dispute sur le marché de Noël, il est retrouvé mort. Clémentine est la principale suspecte, il y a les ragots, il y a des rumeurs, et dans tout ça on retrouve l'héroïne de N'oubliez pas les chocolats, à savoir Debbie. Rassurez-vous, ça ne spoil absolument rien de N'oubliez pas les chocolats, hein, si jamais vous lisez celui-ci en premier. Mais vraiment, quel régal, parce que le mélange romance de Noël, contemporain, slash cozy mystery, je ne m'y attendais absolument pas du tout, parce que quand je l'ai vu, je l'ai acheté,
je n'ai pas pris le temps de lire le résumé en détail et en fait quand je l'ai mis dans ma wishlist, pareil, j'ai adoré la plume de Tamara Baliana, j'ai pas cherché à savoir de quoi parlait ce récit, rien que le titre m'avait appelé, donc forcément je me suis dit bon bah je vais le lire, ça va être tout mignonné, tout sympatoche. Le Cozy Mystery m'a vraiment happé. Bien sûr, l'enquête n'est pas non plus dithyrambique de détails, on n'a pas des choses extrêmement sanguinolentes et violentes à se mettre sous la dent. Fort heureusement pour moi, c'est un degré que j'arrive à apprécier en termes de Cozy Mystery, donc une bonne lecture, et si vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas. On va sortir des romances de Noël et on va retourner du côté des graphiques, notamment avec une bande dessinée qui est sortie, je crois, en janvier 2025 et que j'ai enfin pu avoir pour Noël 2025. Comme quoi, la patience paye. Il s'agit du 3e et avant-dernier tome d'Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et de Si aux éditions Glénat. Pour la petite histoire, on est au XVIe siècle, si ma mémoire est bonne, avec Anna et Domingo qui remplissent les cales de bateaux, notamment ceux de Christophe Colomb. De fil en aiguille, et malheureusement, ils se sont retrouvés un petit peu empêtrés dans les cales de ces bateaux de Christophe Colomb et vont se faire embarquer. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de sortir à temps des bateaux et donc ils vont suivre le voyage de Christophe Colomb et pour ajouter un peu de sel dans tout ceci, comme si c'était pas suffisant, dans cette version du monde, la Terre est plate. Donc Christophe Colomb, au bout d'un moment, arrive à la fin du monde et voilà. Et à leur réveil, Anna et Domingo sont séparés et ne savent pas où est-ce qu'ils sont, puisqu'ils ont atterri dans un étrange monde un peu fantasque et très différent de ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent, puisqu'ils sont dans l'entremonde. Et évidemment, ils vont tenter de survivre à tout ce beau monde, faire des rencontres plus ou moins sympathiques, qui leur veulent plus ou moins du bien aussi. Il y a tout un tas de mystères, d'aventures, de voyages à bord de petits bateaux. Bref, c'est un récit, une bande dessinée jeunesse, d'aventure et de piraterie, d'amitié, et c'est absolument génial. J'avais un très gros coup de cœur pour le tome 1, le tome 2 a été aussi génial. Je trépignais d'impatience de mettre la patoune sur le tome 3, c'est enfin le cas et je vais probablement m'orchestrer une petite relecture des tomes précédents avant de me plonger avec délice dans cette suite qui, je sais, sera à la hauteur. Dernier graphique, celui-ci a une histoire particulière puisque c'est ma sœur qui me l'a envoyé, puisque figurez-vous que c'est le tome 14 de l'Atelier des Sorciers de Kamone Shirahama aux éditions Pika. Quand je dis qu'il a une histoire particulière, c'est que ma sœur prend les éditions collector et dans celui-ci, il devait y avoir un petit verre pinceau, une peluche en particulier. Et manifestement, la peluche a disparu. Donc ma sœur qui voulait absolument cette édition collector avec la peluche incluse, s'est racheté le tome et elle m'a très gentiment envoyé celui-ci. Ainsi, j'ai le tome 1, j'ai lu beaucoup de tomes en les empruntant à ma sœur, j'ai lu le reste en les empruntant à la médiathèque, et donc là, il me reste, me semble-t-il, que le 13 à lire avant de m'attaquer à celui-ci. Donc, j'espère pouvoir l'emprunter assez prochainement, histoire de me faire une petite session de lecture, le tome 13 et le tome 14. On est dans un monde de fantasy où la jeune Coco est passionnée de magie. Malheureusement, elle sait très bien qu'elle n'a pas de pouvoir magique, que c'est réservé à une certaine caste. Bref, elle rêve de magie sans trop pouvoir accéder à ce rêve. Cependant, un jour débarque chez elle un certain Keffray, qui est un magicien. Elle le sent venir à des kilomètres à la ronde et va l'espionner, va un petit peu voir ce qu'il fait et s'empresser de récupérer des artefacts magiques et de les tester. Malheureusement pour elle,
ça a figé en matière de statut. Sa mère est orpheline désormais, se retrouve un petit peu perdue, elle sait très bien que ce qu'elle a fait est dangereux, voire interdit, et par conséquent Keffrey va la prendre sous son aile, va la ramener chez lui auprès de ses apprentis, et tout ce beau monde va vivre de grandes aventures puisque c'est que le début des problèmes. Il y a toute une histoire de milices, de jeux politiques, toute une histoire de confrérie des capuchons, de magie noire, de choses illégales, interdites, de magie, de féerie aussi, d'amitié, de... Voilà, il y a beaucoup d'histoires hein, entre le premier tome et celui-ci où on est le 14e quand même. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc si jamais vous avez envie de découvrir l'Atelier des Sorciers, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est quand même une très belle histoire de magie et de fantaisie. Puisqu'on est à parler de fantaisie, on va y rester. On va aller sur un roman d'un auteur que j'avais adoré, un de ses titres il y a fort longtemps maintenant, et dont j'aimerais vraiment relire ce titre en question. Il s'agissait de Royaume de vent et de colère, de Jean-Laurent Del Socorro, et donc là à Noël je suis tellement contente puisque j'ai reçu Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions J'ai lu. On est sur l'an 601, île de Bretagne. Depuis la mort du Terre Pendragon, aucun héritier n'est monté sur le trône, et pour cela il faudrait réussir à extraire de la pierre l'épée du défunt monarque. Les prophètes en sont pourtant persuadés, un nouveau roi va naître. Si le puissant Merlin a la certitude qu'il s'agit de son protégé le jeune Arthur, c'est Morgane, la fille cachée d'Uther, qui s'empare de l'arme. Réussira-t-elle à faire face aux guerres, aux intrigues, à s'imposer comme une souveraine légitime? La légende morganienne ne fait que commencer. Vu que c'est du Jean-Laurent Del Socorro, déjà j'y vais les yeux fermés en matière de plumes, puisque ce monsieur arrive à écrire des intrigues qui mêlent histoire et fantaisie. C'est incroyable, c'est percutant en termes de plumes, c'est toujours bien fichu en termes de personnages qui sont passionnants et attachants à suivre. Moi vraiment, Royaume de vent et de colère, ça a été un très gros coup de cœur quand je l'ai lu. Je suis donc impatiente de voir ce que Jean-Laurent Del Socorro va composer comme histoire en réinventant, réinterprétant le mythe arthurien. Puisqu'on parle de fantaisie, d'intrigues et de complots, d'affaires de cour et de politique, on va aller sur un roman d'intrigue de cour et de fantaisie que j'ai reçu via une masse critique Babelio. C'est donc un partenariat non rémunéré et qui a été envoyé par les éditions Hachette, puisqu'il s'agit là du premier tome de L'éclat et la nuit de Lysandre Azaello, et un très gros coup de cœur vraiment pour ce tome parce qu'il est excellent sur bien des plans. Je précise parce que ça a quand même son importance, on est bien là sur un roman de fantaisie et non pas sur de la romantaisie. On nous présente donc le personnage de Cèdre, qui est la descendante illégitime des Avénementiels et qui est la dernière à porter la magie de 3 étoiles et à pouvoir grâce à elle voir l'avenir. Forcée de vivre dans l'ombre, elle rêve pourtant de restaurer sa lignée et de devenir la sauveuse d'un empire devenu vacillant. Afin d'obtenir la reconnaissance et la puissance qu'elle convoite, Cèdre s'introduit dans le palais en se faisant passer pour une divinatrice et s'approcher doucement mais sûrement de l'empereur Arthéus. Lui seul aurait la possibilité de réveiller pleinement son don grâce au rituel des portes étoiles. Mais manifestement, elle n'est pas la seule à cacher moult secrets, Arthéus aussi, et donc l'un comme l'autre vont devoir un petit peu s'accommoder, s'allier, tant bien que mal en tout cas, pour espérer s'en sortir dans une cour qui est assez pas violente à la Game of Thrones, mais qui a une ambiance assez pesante, assez poisseuse, qui est un peu très codée, très stricte en matière de stratification sociale et surtout de secrets, de pouvoir, d'intrigue, bref. On est vraiment sur le roman de fantasy et d'intrigue de cour. Ça faisait très longtemps que je cherchais d'ailleurs à lire ce genre d'ambiance parce que c'est vrai que la référence ultime,
c'est le Trône de Fer, donc Game of Thrones. Mais c'est vrai que je n'en trouvais pas beaucoup, ou alors c'était toujours attaché à de la romantasy, donc de la romance, et je sais jamais comment la romance est dosée, et pareil en termes de scène 18+, ou de smut, enfin, c'est toujours très difficile de trouver quelque chose qui me convienne, ou qui me happe. Là, on avait quelque chose qui tourne autour de la divination, l'oracle, quelque chose qui tourne autour des étoiles, on a des familles avec des dons, ça me rappelle un petit peu quelque part les arcanes majeures, donc il y avait quelque chose qui me rappelait un peu Arcane de Serena Blasco, même si là on est sur un lectorat young adulte. Donc vraiment un très bon roman et un gros coup de cœur, j'attends avec impatience le tome 2 parce que la fin est absolument incroyable, donc ouais, un chouette roman, une bonne intrigue de cours avec une bonne ambiance assez pesante, bien dosée, une belle plume, des personnages qui sont moralement gris, qui sont attachants aussi, donc ouais, pari réussi. Si vous cherchez ce genre d'ambiance, n'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Il me reste 4 livres à vous présenter et ils appartiennent tous un petit peu au même monde qui est celui de la littérature japonaise et c'est tous des formats poche, donc on va commencer avec le premier. Le 4e tome de la saga Tant que le café est encore chaud qui s'intitule Le café des au revoir de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Tant que le café est encore chaud, c'est l'histoire d'un café à Tokyo qui a une particularité. Si vous êtes assise à une place précise avec un café, vous pouvez retourner dans le temps, mais attention, il y a des règles très strictes, vous pourrez de toute façon rien changer à l'avenir. Donc vous pouvez discuter autant que vous voulez avec la personne qui sera en face de vous, vous ne pourrez pas changer son destin ou votre avenir. Et le voyage ne dure évidemment que tant que le café est encore chaud. Tant que le café est encore chaud, comme les 2 autres tomes que j'ai lus, on est toujours sur un fil rouge autour des employés du Funikuli Funikula. On a un petit twist avec le 3e tome qui se passe en dehors de Tokyo, mais on a vraiment ce fil rouge très intéressant sur les employés, sur leurs histoires personnelles, sur les hauts, les bas, les transmissions au fil des générations aussi, donc qui est très intéressant et très chouette à suivre je trouve. Et entre ce fil rouge se passent 4 histoires, donc on suit toujours 4 personnages, c'était 4 femmes dans le premier tome, 4 hommes dans le second, et mixte, 2 hommes, 2 femmes dans le 3e. Là je ne sais pas trop concrètement si voilà, il y a une parité qui est respectée ou s'il y a plus d'hommes que de femmes, je ne sais pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce côté très équilibré, ce côté récit, tranche de vie, avec des messages et des thématiques qui sont toujours percutantes, qui rend les personnages attachants. On est vraiment sur du contemporain, donc on a des histoires de romance, d'amour contrarié, de choses qui ne se font pas, de regrets, de remords, de promesses, d'avenir, d'espoir, de famille, d'amitié. Il y a énormément de choses qui sont brassées au cours de ces 3 tomes. Et ici, il y a quelque chose, il y a une thématique qui a l'air de découler un petit peu des différents récits. Ça a l'air d'être quelque chose en rapport avec la mort, le côté au revoir, le côté adieu. Car en effet, on nous annonce que pour honorer la mémoire des absents, il faut d'abord trouver la paix en soi. Donc on aurait quelqu'un qui se sent coupable de n'avoir pas répondu à la demande en mariage de son petit ami. On a une autre personne qui est hantée par le souvenir de son père qu'elle a rejeté. On a une personne qui pleure son chien adoré. Voilà, apparemment sauront-ils dire au revoir à leurs aimés et ce faisant se réconcilier avec eux-mêmes. Donc oui, il y a une thématique qui découle, je suppose, au vu du titre. J'aurais pu clairement m'en douter. Mais je suis impatiente de découvrir parce que c'est toujours ma petite pause douceur. C'est vraiment cosy, apaisant. C'est la littérature japonaise qui est lente et contemplative, mais qui est percutante parce qu'avec peu de mots, on est quand même bien pris dans les émotions. Donc c'est toujours très touchant. Moi j'adore.
à petite dose. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, là il y a celui-ci. Je sais qu'un 5e va sortir, ou est sorti, et va sortir en poche en fin d'année. Donc je poursuis la série, je suis jamais déçue. Donc hâte de voir, de rencontrer ces nouveaux personnages. Et pour les 3 derniers romans qui me restent à vous présenter, on va faire une triplette, puisqu'il s'agit de la même autrice. J'avais adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur, ça a d'ailleurs été le premier roman de littérature japonaise que j'avais lu et qui a lancé en fait tout le reste. Il s'agissait de la Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama que j'avais lu en version poche chez J'ai lu, mais qui est disponible en grand format si vous avez la possibilité de le trouver chez Nami. Moi en tout cas, depuis que j'avais lu la Bibliothèque des rêves secrets, j'avais grave envie de compléter la bibliographie de cette autrice et de découvrir un petit peu sa saga qui est le Café Marble, et également ses autres one-shots qui ont tous été publiés chez Nami depuis et qui sont enfin sortis chez J'ai lu dans leur version poche. Je vais commencer avec le one-shot qui s'intitule La forêt au clair de lune. Fasciné par la lune, Taketori Okina a transformé sa passion en un podcast à succès. Et chaque jour, aux 4 coins des pays, des auditeurs s'évadent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière, un humoriste, une lycéenne, et tout ce beau monde cherche un signe à travers ce podcast, celui qui va annoncer en fait des changements puisqu'ils sont à des moments clés, des moments tournants majeurs de leur vie. Donc je retrouve avec grand plaisir le côté très tranche de vie, cet aspect rencontrer différents personnages avec des thématiques très particulières, très précises aussi, des personnages qui sont à des moments clés, qui doutent, qui se posent des questions. Je retrouve un peu la formule magique de la Bibliothèque des rêves secrets, sauf que twist, on n'est pas dans une bibliothèque et on n'est pas dans une bibliothécaire qui conseille des titres à des personnes qui passent et qui se posent de nombreuses questions sur le sens de l'existence. Là, on est plutôt sur du podcast, sur de la radio et un rapport avec la lune. Donc je suis très curieuse de voir ce mélange s'opérer et de retrouver la plume de Michiko Aoyama. Vu que la pluie et les gros nuages bien noirs semblent s'inviter pour cette fin de vidéo, j'ai un petit peu relevé le volet. J'espère néanmoins que c'était quand même visible pour les séquences précédentes et qu'au moins on terminera sur une note un petit peu plus lumineuse cette vidéo. Il me reste 2 titres à vous présenter de Michiko Aoyama, toujours aux éditions J'ai lu, et on est là dans sa fameuse saga, la fameuse série dont voilà, j'étais impatiente et surexcitée à l'idée de pouvoir enfin les lire. Il s'agit du Café Marble avec le premier tome, Un jeudi saveur chocolat, et le deuxième tome qui s'intitule Un lundi parfum matcha. C'est un petit plus concernant Un lundi parfum matcha qui se verra peut-être ou peut-être pas à la caméra, au pire je ferai des photos, mais en fait il a été découpé et façonné assez curieusement puisque le texte est penché. Voilà, le texte même à l'intérieur est penché. Il a été coupé assez net. On voit que l'écart entre ici et ici n'est pas du tout le même. Et on le voit encore plus si on met sa grande sœur juste l'un sur l'autre, où on voit bien que effectivement il y a tout un bout qui est parti. Attention, je ne compte pas racheter un exemplaire, il est parfait tel quel. Pour ce qui est de la petite histoire, on est sur le Café Marble à Tokyo, qui ne compte que 3 petites tables en bois brut, et pourtant les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. On a une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au Café Marble avec son histoire perdue dans les nœuds de son existence et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. Et pour ce qui est d'un lundi parfum matcha, je pense qu'on retrouve encore une fois le Café Marble à Tokyo. On parle de cerisier, on parle de saison, de havre de paix, donc on reprend
le côté lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser celle de l'existence. Exactement la même formule que Tant que le café est encore chaud, ou que les autres romans de l'autrice, on a ce passage du temps, des saisons, on retrouve le tranche de vie à côtoyer des gens très différents, aux histoires très différentes, qui sont plus ou moins marquées par la vie, qui ont des thématiques certainement très touchantes à nous transmettre, à nous présenter, et des gens qui vont trouver dans le Café Marble, dans les discussions, dans les rencontres, dans voilà, peut-être le café à travers, je sais pas, différentes petites choses dont je ne connais pas encore les subtilités du fonctionnement du Café Marble. Il y a certainement des petites choses en plus qui vont permettre à ces gens de réfléchir les choses sous un autre angle, de prendre du recul, de... Voilà, bref, du tranche de vie comme je les aime. Je suis impatiente de pouvoir découvrir cette saga qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et si pour vous ça paraît être du pareil au même et que chaque tome ou chaque livre se ressemble, écoutez, je sais pas ce qu'il en est pour moi. En tout cas de mon expérience, j'ai toujours été agréablement surprise. Et bien voilà, j'ai terminé. Je vous ai officiellement présenté les 24 livres que j'ai reçus, achetés entre octobre, novembre et décembre 2025. Il y en a pas mal qui me restent à lire, mais dans ces pas mal à lire, j'en ai quand même beaucoup qui font moins de 300 pages. Donc il y a de très très fortes chances pour que je m'organise un espèce de challenge entre le Petit mois petite lecture d'Audrey Le Souffle des mots et Février Tapal d'Alex Bouquin en Prada. Il y a de très grandes chances pour que je mixe les deux comme j'ai l'habitude de faire chaque année, histoire de tout simplement vider un peu la pile à lire de tous ces romans de moins de 300 pages. Donc il y a peut-être de fortes chances pour que certains disparaissent le mois prochain. En tout cas, sur ces 24, il y en a quand même que j'ai lu. Effectivement, j'ai recompté, sur les 24, il y en a 8 que j'ai lus. Donc, ça fait un tiers. Ça va. Et comme je vous ai dit, il y a un bon tiers qui va partir certainement en février. Donc en vrai, finalement, le résultat est pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc, on va passer à l'éternel blabla de fin de vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi si vous allez liker la vidéo, la commenter en mettant bien évidemment s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous avez lus, des livres que vous avez lus et aimés, et peut-être des livres que vous avez lus et pas aimés, des livres qui vous tentent pas, qui sont dans votre pile à lire, qui sont dans votre wishlist, bref, tout ça m'intéresse évidemment. N'hésitez pas non plus à donner en commentaire les derniers livres d'octobre, novembre, décembre, ou alors même ceux de janvier, parmi tous ceux que vous avez pu acheter ou que vous avez pu recevoir, ceux qui vous ont vraiment marqué. Pour conclure les remerciements, merci aussi à celles et ceux qui vont partager cette vidéo ou qui vont aller profiter d'être abonnés à cette chaîne pour regarder d'autres vidéos Booktube ou d'autres vidéos qui sont sur mon activité d'autrice illustratrice. Donc vraiment merci infiniment de m'accompagner jour après jour dans cette aventure un petit peu d'influenceuse littéraire et de création de contenu plus largement. Merci aussi à celles et ceux qui vont en profiter pour regarder les liens en description, par exemple venir me retrouver sur Instagram, sur Wattpad, sur Fixia, venir me suivre aussi sur Patreon et sur Tipeee et peut-être être parmi les donateurs de cette chaîne. Donc merci à vous tous d'être présents, ça fait extrêmement plaisir. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo en vous souhaitant de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!